On dit aussi que l'article 35 de la Constitution est fait pour éliminer Ouattara. Ce n'est pas de se lever la question qui m'étonne. Mais c'est les réponses que j'entends souvent qui m'étonnent. Il y en a qui disent non, ce n'est pas fait pour éliminer Ouattara. Mais oui, c'est fait pour éliminer Ouattara. Ah ben oui, c'est-à-dire qu'une loi est votée pour régler un problème. Mais moi, ce sont les problèmes qui se posaient à nous au moment où nous avons rédigé la Constitution que nous avons réglée. Si j'ai envoyé des gens leur expliquer avant le 6, avant la proclamation de la Cour suprême, que le bonhomme qu'ils soutiennent ne sera jamais candidat à Côte d'Ivoire. Jamais! Parce que les Ivoiriens ne le sentent pas suffisamment ivoirien pour être même candidat. Donc, il faut qu'ils commettent bas la terre. Il faut qu'on mette bas la terre. Beaucoup le savent et je me présente à vous. Je suis né le 1er janvier 1942 à Dimokro, comme l'atteste mon acte de naissance. La déclaration de naissance établie à l'époque par le médecin capitaine Bergogneau peut être consultée à tout moment et en toute liberté à Dimokro. Mon père s'appelait Draman Ouattara et ma mère ici présente s'appelle Nadintou Ouattara, née Cissé, et on l'appelait à Dimokro Ouattara Mousso, c'est-à-dire la femme du vieux Draman Ouattara. Mon père, Draman Ouattara, est ivoirien. Il est de Kong, en Côte d'Ivoire, descendant de l'empereur Sékou Ouattara. Et ceci est bien connu des Ivoiriens de notre pays, Yanké Kofi, Henriette Diabaté et d'autres. Après avoir été enseignant, il est devenu représentant de la CFAO et ensuite commerçant. De Kotobi, il s'est installé à Dimokro, où je suis né et où se trouve encore notre cour familiale, occupée aujourd'hui par mon aîné, Sinali Ouattara. Draman Ouattara est très bien connu, je devrais dire était très bien connu dans la boucle du cacao, à Bongwano, à Kotobi, où est né mon frère aîné, Gaoussou Ouattara, présent dans cette salle, qui vient de me faire la collade. Mon père a eu à exercer à Sendou, non loin de la frontière ivoirienne, les fonctions de chef traditionnel de village. Sendou faisait partie de l'ancien empire de Kong, qui couvrait alors une partie de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Ghana. Je suis de la lignée de l'empereur Sékou Ouattara, fondateur de l'empire de Kong au début du XVIIe siècle. Le premier de mes ancêtres qui a foulé notre sol vers les années 1700 s'appelait Tcheba. Il était accompagné de ses enfants, Sékou, dont je suis de la 6e génération, Famanga, Dabla et Karakara. C'est son fils Sékou qui est le fondateur de Kong. Sékou Ouattara, souverain des États de Kong, a donné naissance à Djorijan Ouattara, qui lui-même a donné naissance à Soumaoulé Ouattara, qui à son tour a mis au monde Aboubacar Ouattara, mon grand-père. Et c'est vers 1888 que naquit mon père Draman Ouattara. Mon père, un Ivoirien authentique, son passeport ivoirien, le voici. Je vais donc donner ce document. Mon père Draman Ouattara n'a jamais été voltaïque ou burkinabé. J'en veux aussi pour preuve sa carte nationale d'identité, établie le 20 mars
1963 à Dimokro par le commissaire de police de l'époque et non en 1952, comme certains ont pu le faire croire au niveau de notre justice. Voici l'original, voici la carte d'identité de mon père. Quant à ma mère, elle est originaire de Bélédan, dans le département de Guéné. Elle est née à Dabou, où mon grand-père Ibrahim Sissé a passé une bonne partie de sa vie au quartier du Labougou, entre la gare routière et la mosquée. À titre d'exemple, ma mère m'a remis le passeport de mon grand-père, Ibrahim Sissé, né en 1868 à Bélédan, en Côte d'Ivoire. Passeport Biami Sissé Ibrahima, nationalité française. Donc, voilà. Né à Béléban, au Guinée, Côte d'Ivoire, profession planteur, domicile Dabou, avec donc tous les visas. Et ceci a été fait par le haut commissaire et par délégation par un commissaire. Je verse également ce dossier. Mon grand-père maternel est bien ivoirien. Donc Nabintou Sissé, sa fille, qui est donc devenue Nabintou Ouattara par mariage coutumier, est l'épouse de mon père. Elle est vivante, Dieu merci. Je viens de l'embrasser. Et malheureusement, à cause de son grand âge, elle ne peut pas se lever, mais elle est juste derrière mon épouse Dominique Ouattara, comme vous pouvez vous en apercevoir. Figurez-vous que dans la campagne de dénigrement qui avait été orchestrée contre moi, on avait prétendu qu'elle n'était pas ma vraie mère. Alors, nous nous sommes volontairement soumis à un test ADN. Nous avons donc fait ce test ADN et il est formel. Il confirme sans ambiguïté aucune, bien entendu, que Nabintou Ouattara, née Sissé, est bien ma mère et que je suis bien son fils. Je mets à la disposition du directeur le test ADN qui a été communiqué par l'hôpital américain. Qu'on qualifie M. Laurent Gbagbo de panafricaniste. Et moi-même, je pensais qu'il était panafricaniste quand il était à l'opposition, à travers les discours qu'il tenait. C'était un monsieur que j'admirais beaucoup à travers les discours qu'il tenait. Mais une fois que je l'ai vu à l'œuvre, à l'action, donc ça me fera sourire d'entendre que M. Laurent Gbagbo est un panafricaniste. Voici la liste macabre des Maliens tués pendant le règne de Laurent Gbagbo durant les 10 ans de son pouvoir. Agachek Oumar, né en 1985 de nationalité malienne. Diarra Abdoulaye, né en 1961 de nationalité malienne. Ibrahim Amadou Ouedraogo, né en Modou Ndiaye, 1982
Mohamed Kamara, Jean-Pierre Zoungrana, Mamadou Bari, Abdoulaye Konaté, Fatoumata Bari, Philippe Nana, Amadou Dembélé. Les producteurs de café et de cacao ont mis à exécution leur menace de grève pour dire non au prix bord-champ du cacao fixé à 400 francs CFA. Ce prix, ils le trouvent trop bas relativement à leur charge. À Abidjan, les producteurs ont manifesté devant les locaux de l'ex-Kestab. À Agnaman, des tonnes de cacao ont été détruites par le feu. Dans certaines villes de l'intérieur, des corridors ont été bloqués pour empêcher le ravitaillement de la capitale économique en produits vivriers. On a aidé l'État à se libérer de peut-être de mauvaises choses. Mais alors, plus nous le faisons, plus nous mourons, plus nous sommes mal vus. Plus nous sommes mal vus. Et il va falloir que l'État voit un peu dans la situation des producteurs. Les enfants sont là. Nous avons nos enfants qui ne sont pas des boursiers. Ils sont dans les universités et tout cela, il faut de l'argent. Les producteurs souhaitent donc la révalorisation de leurs conditions de vie par la satisfaction de leurs revendications, dont les principales sont, outre le relèvement du prix du kilogramme de cacao, le déblocage de l'avance sur commande de 2 milliards de francs CFA des sacs, le financement à hauteur de 2 milliards 500 millions de francs CFA du programme de réglementation cacaoyère et le financement des coopératives à hauteur de 10 milliards de francs CFA chacune. À San Pedro, des brigades de vigilance ont été installées aux portes de la ville pour empêcher les véhicules transportant des produits agricoles, notamment le cacao, d'y avoir accès. Que le prix d'achat bord-champ du cacao est fixé à un niveau de 1000 francs CFA. Pour le prix qu'elle nous a donné, je viens de pouvoir nous affronter, que Dieu le bénisse. Il donne longue vie jusqu'à 30 ans encore au pouvoir. Dieu ne qu'à lui bénir pour lui donner la force, longue vie. Tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui, 1000 francs cacao, tout le monde est content. Même ceux qui sont morts, ils sont contents. En 2013, à 750 francs, le gouvernement consentait une hausse de 25 francs CFA sur le kilogramme. En 2014, l'État a appuyé davantage sur l'accélérateur pour proposer 850 francs, soit une hausse de 100 francs CFA. Et cette campagne, il est passé à une vitesse supérieure avec le prix record de 1000 francs CFA, soit 150 francs CFA de bonus. C'est à croire que la réforme de la filière cacao porte ses fruits. Celui qui a le pouvoir est toujours tenté d'en abuser. Il est toujours tenté de le garder pour lui et pour lui seul. Les seules garanties qu'on peut avoir, c'est dans les institutions de l'État. C'est pourquoi nous avons proposé qu'un chef d'État ne puisse pas faire plus de 10 ans à la tête de l'État. Un mandat de 5 ans, renouvelable une fois. C'est ce que nous proposons. Est-ce qu'aujourd'hui, le temps n'est pas venu pour vous, tous les trois, de vous retirer et de passer la main à une nouvelle génération? On ne règle pas les problèmes politiques comme ça. C'est antidémocratique d'ailleurs, d'essayer de régler les problèmes politiques. J'entends souvent les gens dire « Oh, ces trois-là, il faut qu'ils partent, il faut que d'autres viennent. » Mais De Gaulle, il est resté combien de temps devant la scène politique? De 1940 à 1969. J'ai l'impression que vous dites une chose et son contraire. C'est qu'on comprend mal. Alors expliquez-nous. La situation de la Côte d'Ivoire est particulière et vous le savez, depuis 1999, date du premier coup d'État, tous les trois, vous occupez la scène politique. Et aujourd'hui, ce qu'on entend, c'est que la jeunesse se dit « passer la main à une nouvelle génération ». La jeunesse ne dit rien du tout. Ce sont les autres qui parlent pour notre jeunesse. Laurent Gbagbo, acteur majeur du clientélisme appauvri et de l'instrumentalisation de la société civile en Côte d'Ivoire. C'est un texte de notre père Alexis Diet. Et s'il vous plaît, il dit ceci en nota bene. Ce texte de dénonciation des mensonges de Laurent Gbagbo, mais aussi des mensonges d'Henri Konan Bédié,
ne vise pas à susciter la polémique, mais plutôt des interrogations sur le dévoiement propagandiste partisan qui subvertit l'affrontement politique en Côte d'Ivoire, désinforme et fait errer l'opinion publique en détournant son attention hors des questions fondamentales. Comme le montre ce titre évocateur, qui est évoqué ainsi: Laurent Gbagbo, la reconduction du clientélisme appauvri et de l'instrumentalisation de la société civile. Du passage d'une publication scientifique, référence Côte d'Ivoire, clientélisme, ajustement et conflit, de M. Bernard Comte de l'Université de Montesquieu Bordeaux 4, M. Laurent Gbagbo dissimulait sous le masque de ses déclamations anticolonialistes et anticapitalistes, fut en réalité un acteur central de la réforme néolibérale de l'économie ivoirienne. Il approuva de plein gré, Laurent Gbagbo approuva de plein gré, référence texte ci-dessous, le démantèlement de la caisse de la stabilisation. Laurent Gbagbo approuva la dérégulation néolibérale qui permit la mainmise des pontes du FPI reconvertis en politiciens affairistes sur la rente du café et du cacao, spoliant ainsi la Côte d'Ivoire et ses paysans. Dissimulé sous le masque de ces déclarations nationalistes, intégrationnistes et panafricanistes, le même Laurent Gbagbo fut en réalité un acteur majeur de la reconduction du clientélisme, de l'instrumentalisation de la société civile, de la division interne de la société ivoirienne, de l'ethnisation exclusionniste de la politique initiée par Henri Konan Bédié au début des années 1990 dans le cadre d'une lutte pour la succession au sein du PDCI. Ce document de travail, entre beaucoup d'autres, qui éclaire scientifiquement les problématiques ivoiriennes, déconstruit les diverses propagandes partisanes et les désinformations qui tentent de manipuler et de distraire l'opinion publique ivoirienne, de détourner son attention hors des questions politiques essentielles, de représentativité sociale du pouvoir, de responsabilité des classes politiques, de légitimation de l'État, d'économie, de production et de transformation industrielle des ressources du territoire, de construction et d'intégration nationale, des débats programmatiques et sociétals. Se pose alors, dans notre pays qu'est la Côte d'Ivoire, la question de la nature du débat public ivoirien, de sa capacité à contribuer à la transformation qualitative de la démocratie. Se pose encore la problématique du recentrage de l'attention publique sur ces questions fondamentales, telles par exemple et actuellement la question de la définition sociale des partis politiques, la question du débat programmatique et sociétal interpartisan comme préalable nécessaire de toute élection démocratique. Se pose en troisième lieu la problématique de la vulgarisation et de la diffusion dans le public des thématiques et des questions soulevées par ces textes fondamentaux auxquels le public n'a pas forcément accès. De l'information et de l'élévation du niveau de la raison publique et de l'esprit critique dans le peuple dépend toujours l'efficience de la démocratie qui conditionne dans un pays le développement endogène auto-centré. C'est un texte de notre père Alexis Dietz